à tous, donc deuxième épisode de ma petite série sur De Gaulle. Donc je vous rappelle que donc on se base sur un livre qui vient de sortir chez Grasset de Jean-Luc Barré, L'homme de personne, De Gaulle, une vie, 1890-1944. C'est le premier tome d'une série de 3. S'il fait également presque 1000 pages chacun, il y a de quoi lire. Voilà, et je vous le présente, voilà, comme la dernière fois. Bon, ensuite, à la fin, j'évoquerai toujours le personnage, donc le général a disparu, de Georges-Marc Benamou. C'est un petit livre de poche, hein, et donc ça c'est un roman un peu humoristique sur le personnage. Voilà. Donc je continue donc les lectures. Donc là on était à la page 335, Reynaud et Blum. Reynaud président du Conseil, Blum a été également président du Conseil. Alors avant c'était pas les premiers ministres, c'était les présidents du Conseil, hein. C'était un autre régime où le président de la République était représentatif et la troisième et la quatrième sera pareil, hein, donc ça amènera également le départ du général de Gaulle qui n'était pas pour ce genre de régime, mais comme je l'expliquais la dernière fois, ou dans le régime de la cinquième par exemple, le président là est majeur, hein, c'est la personne décisionnelle alors que là il n'y a plus de premier ministre, il n'y a plus de président du Conseil, mais un premier ministre dans les institutions de la cinquième République. Voilà. Donc là, on n'en est pas encore là, loin de là. C'est dans l'idée de hâter ce processus que le colonel de Gaulle, donc on en est loin, va multiplier désormais les interventions auprès des responsables civils et militaires. Le 18 janvier, il est convié à un dîner par Reynaud dans ses appartements de la rue de Rivoli en compagnie de Léon Blum. De Gaulle et lui ne se sont pas revus depuis les premiers entretiens 3 ans plus tôt à Matignon. Retourné dans l'opposition après l'échec du Front populaire, Blum a beaucoup tergiversé depuis lors dans ses prises de position face au péril hitlérien. Il s'est avoué partagé après les accords de Munich entre la honte et la délivrance, avant de rejeter devant son groupe parlementaire le compromis cédé par Daladier et Chamberlain, puis de se rallier à une motion majoritaire impliquant son application. Triste résignation tactique, sous prétexte de discipline, déplore son biographe, pourtant le plus indulgent. Une fois la guerre déclarée, le leader de la gauche socialiste, qui ne règne plus que sur une partie divisée, minée par ses contradictions internes, s'est rapproché des deux partisans les plus pugnaces d'une politique de réarmement, Georges Mandel et Paul Reynaud, au point d'être désigné par l'Action française comme un homme à abattre aux côtés de ces deux politiciens de droite. C'est donc en toute confiance que Reynaud a organisé cette soirée de retrouvailles avec le colonel de Gaulle. Leur conversation, relatée par la suite dans ses mémoires, ne témoigne guère chez son interlocuteur d'une lucidité accrue depuis leur entretien précédent. « Quels sont vos pronostics » l'interroge Blum d'entrée de jeu, comme on vient aux nouvelles. Réponse de Gaulle, le problème est de savoir si, au printemps, les Allemands attaqueront vers l'ouest pour prendre Paris ou vers l'est pour atteindre Moscou. Blum récuse en bloc ce pronostic. Il ne voit pas pourquoi les Allemands iraient se perdre dans les profondeurs des terres russes. Quant à la seconde hypothèse, une attaque à l'ouest, comme autrement dit contre la France, son avis est tout aussi formel. Mais que pourrait-il faire contre la ligne Maginot? Le récit de Blum, authentifié par Paul Reynaud, qui le rapporte dans ses propres mémoires, s'il n'infirme pas la version gaulliste, révèle surtout l'amertume mêlée de lassitude du militaire convaincu de ne disposer à la tête de son régiment de chars que de moyens dérisoires. Ce que j'ai n'est rien, déplore de Gaulle. Le cœur serré, je joue mon rôle dans une atroce mystification. Je n'ai pas sous mes ordres de division cuirassée pour la bonne raison qu'il n'en existe pas une seule. Les quelques douzaines de chars légers qui sont rattachés à mon commandement sont une poussière
Je crains que l'enseignement de la Pologne, pourtant si clair, n'ait été récusé de parti pris. On ne veut pas que ce qui a été réussi là-bas soit exécuté ici. Croyez-moi, tout reste à faire chez nous, et si nous ne réagissons pas à temps, nous perdrons misérablement cette guerre. Nous la perdrons par notre faute. À la fin du dîner, les deux hommes repartent ensemble en direction des guichets du carrousel. Avant de le quitter, le colonel de Gaulle lance à Léon Blum: « Si vous êtes en mesure d'agir de concert avec Paul Reynaud, faites-le, je vous en conjure. J'ai rédigé le plus nettement que j'ai pu mes idées sur l'état actuel de l'armée et sur les mesures immédiates qu'il faudra prendre. Cela fait une note de quelques pages. Voulez-vous que je vous l'envoie ?» Lorsqu'il reçoit le texte en question, Blum est comme saisi d'une illumination. Et c'est alors que j'appris que je compris tout. Il fallait organiser à tout prix et sans autre délai l'armée mécanique, en conclut-il aussitôt, avec un enthousiasme un peu tardif. Mais oui, c'était trop tard. Alors, page 366, 366, le secrétaire d'État. 366. Depuis son entrée en fonction le 6 juin, De Gaulle a plaidé sans succès auprès de Reynaud pour que la défense de la capitale soit confiée à un chef résolu. Le général Delatte de Tassigny, le président du Conseil, se pliant à la volonté de Vaillant, prend le parti inverse. Paris est déclaré ville ouverte. En outre, rien aux presses n'a été prévu et tout reste à organiser pour faire face à l'exode massif des biens et des personnes qui s'annoncent dans la panique et la confusion. Donc il a été nommé secrétariat d'État à la Défense parce qu'il a eu un peu de succès à Montcormet et puis près d'Abbeville en attaquant avec ses chars, mais il n'a été absolument pas suivi par les divisions d'infanterie, donc c'était des coups d'épée dans l'eau. Enfin, de toute manière, c'était écrit la désorganisation de l'armée française et son emploi technique aberrant à cette époque-là faisait que la défaite était certaine. Voilà, le 10 à minuit, De Gaulle quitte Paris en compagnie de Reynaud. Le cortège des grosses limousines noires met 5 heures au milieu d'une marée de réfugiés stupéfaits et hagards pour atteindre Orléans, où le préfet qu'on a réveillé les abrite pour la nuit. Le lendemain, à l'aube, le chef du gouvernement est informé de la venue de Winston Churchill à Briare, siège provisoire du grand quartier général, au cours de l'après-midi. Est-ce à la demande pressante de Weygand que le Premier ministre a décidé de se rendre en France aussi subitement? De Gaulle affirme qui met à profit cette initiative intempestive pour tenter d'obtenir enfin de Reynaud le remplacement du généralissime. Il faut agir vite. Reynaud en convient. Au moment de mettre le cap sur Briare, il dépêche son sous-secrétaire d'État auprès du général Hitzinger, commandant le groupe des armées du centre, à son PC d'Arcis-sur-Aube. La démarche n'aura pas de suite en raison d'un désaccord sur la mission qui serait fixée au successeur de Weygand. D'après Hitzinger, De Gaulle lui aurait proposé d'organiser une tête de pont dans le Cotentin et non, comme ce dernier l'expliquera dans ses mémoires, de se transporter en Afrique du Nord. Toujours est-il que De Gaulle, à son retour d'Arcis-sur-Aube, confie simplement à Courcelles: « Ce n'est pas l'homme que j'attendais. » Reynaud en prend acte sans déplaisir apparent, peu pressé en réalité de limoger Weygand. Il avouera plus tard que sa préférence, en toute hypothèse, serait allée à un chef différent de celui d'abord recommandé par son sous-secrétaire d'État, le général Noguès, résident général de France au Maroc. De Gaulle arrive à Briare en fin d'après-midi au château du Muguet, où doit se tenir le Conseil suprême interallié. Il croise le maréchal Pétain, qu'il n'a pas revu depuis la publication de La France et son armée en septembre 1938. Bref échange. « Vous êtes général ?» fait le maréchal. « Je ne vous en félicite pas. À quoi bon des grades dans la défaite ?»« Mais vous-même, monsieur le maréchal, lui rétorque De Gaulle, c'est pendant la retraite de 14 que vous avez reçu vos premières étoiles. Quelques jours après, c'était la Marne. Aucun rapport, conclut le vieux chef. Sur ce point, il avait raison, reconnaîtra De Gaulle,
à part lui. Ce qui se subsiste de pouvoir public en France métropolitaine campe en ordre dispersé depuis la veille dans les châteaux alentours, refuge trop proche de Paris pour qu'on puisse s'y attarder au-delà de quelques jours. Les difficultés matérielles sont telles que le gouvernement est vite coupé de toute information diplomatique et militaire. Nous passions notre temps sur des routes embouteillées, à court de ci, de là, pour nous procurer des renseignements, sans jamais rencontrer les personnes que nous voulions voir, elles-mêmes parties à notre recherche, raconte Marjorie. Quant au président du Conseil, voulait-il rencontrer ses ministres, il lui fallait aller à Tours, ce qui lui prenait plus d'une heure. S'agissait-il de conférer avec le président de la République, il lui fallait gagner un autre château et lui où le poursuivait l'ambassadeur d'Angleterre lui-même à quelques lieues de là. C'est dans ce contexte de désordre et d'improvisation inextricable que s'ouvre dans la soirée du 11 juin 1940 la nouvelle conférence franco-anglaise. Voilà, c'est la pagaille absolue, quoi. Hein. Donc, page 374, Mandel. Alors, 364, c'est pas 374. Page 374, Mandel. Voilà. Alerté dans la nuit par Jean Laurent, le directeur du cabinet du général, Georges Mandel convie aussitôt de Gaulle le rencontrer. Les deux hommes se connaissent peu, mais ils ont en commun d'être à peu près les seuls au sein du gouvernement Reynaud à réfuter la logique du défaitisme. Sur un ton de gravité et de résolution dont son visiteur resta impressionné, Mandel, tout à sa vocation d'éminence grise, lui conseille de se maintenir. Il n'est pas exclu, selon lui, de pouvoir encore obtenir le départ des autorités pour Alger. Il s'agit surtout, à l'heure où l'ennemi s'apprête à investir Paris, de préserver l'avenir. De toute façon, nous ne sommes qu'au début de la guerre mondiale. Vous avez de grands devoirs à remplir en général, mais avec l'avantage d'être au milieu de nous tous un homme intact. Ne pensez qu'à ce qui doit être fait pour la France. Songez que, le cas échéant, votre fonction actuelle pourra vous faciliter les choses. Relatée par l'auteur des Mémoires de guerre 15 ans plus tard, l'exhortation de Mandel revêt des allures d'adoubement. Faisons la part, ici comme ailleurs, du mythe élaboré après coup. Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est bien un passage de relais qui s'est opéré ce soir-là à l'initiative du mieux placé des deux pour remplir quelque légitimité. On ne peut se défaire de l'idée, observe le biographe de Mandel, Jean-Noël Jeannet, qu'en jouant de la sorte pour De Gaulle le rôle de mentor inspiré, il avait lui-même en secret renoncé au rôle capital qu'il assignait au général. Effacement qui pourrait passer pour un signe de faiblesse ou d'indécision si Mandel avait été l'un des premiers à pressentir la destinée encore improbable ce militaire de second plan, le moins bien titré des membres du gouvernement. Désormais et définitivement, De Gaulle va jouer pour son propre compte la carte de la France. Désormais, il ne croit plus qu'à lui-même. Il se sent personnellement appelé, note alors dans ses carnets un observateur moins indulgent, mais tout aussi perspicace. Dominique Leca restait l'un des plus fidèles soutiens de Paul Reynaud. Leca a été le témoin souvent dépité de ses vaines tentatives de tout concilier, et celui admiratif malgré lui, du jeu plus manichéen de Gaulle, auquel il rend cet hommage presque involontaire. Il sut en 1940 que la France aurait le besoin vital d'un mythe de résurrection, de désaveu, de péningénisé. Il sut, sans la moindre hésitation, que cela était la chose essentielle. Que tout le reste, l'exode, les batailles perdues n'étaient que détails. Ne comptez pas au regard de la future remontée des abîmes moraux, où tout paraît sombrer. Guettant depuis longtemps un grand destin, il mesura d'un coup d'œil la proie qui passa à sa portée. Quel mythe à chevaucher c'était là. L'ironie mise à part, Leca, partageant l'intuition de Mandel, on arrivait ainsi aux mêmes conclusions. C'était l'homme du destin.
Enfin, ça c'est un mot de Churchill. Alors, page 382, Spears. 382. Alors, en mai 40, cet intime, Spears, d'une grande partie du personnel politique et militaire de Paris et de Londres, retrouve sa vocation d'intermédiaire qui le faisait passer jadis auprès de l'ambassadeur Paul Cambon pour un honorable mais dangereux correspondant de l'intelligence service. Promu major général, il est choisi par le nouveau Premier ministre anglais comme son représentant personnel auprès du gouvernement Reynaud. Témoin meurtri et scandalisé de l'effondrement d'une nation dont il admirait jusque-là les vertus militaires, Spears reconnaîtra avoir été trop aveuglé par son affection pour voir que la France était une poire prête à tomber, pourrie depuis longtemps. Il a découvert, avec un mélange de mépris et de répulsion, la veulerie de ses dirigeants, effaré par les propos défaitistes du maréchal Pétain, prophétisant la catastrophe nationale avec une sorte de joie, tant cette débâcle ne faisait qu'espier aux yeux du vieil homme non la faute de l'armée, mais celle des instituteurs et des politiciens. Alors c'était bien de sa faute, Pétain. Edward Spears a achevé d'être édifié lors de la conférence de Briare sur l'état d'impuissance et de lâcheté des représentants français qui lui ont fait l'effet de condamner à mort blême et hagard, attendant sans réaction la lecture du verdict final. C'est au milieu de ce naufrage collectif qu'il a été frappé par l'attitude calme et déterminée du sous-secrétaire d'État à la Défense, un des rares hommes avec Mandel à faire front contre l'adversité. Et le seul, en définitive, à manifester le soir de l'armistice un refus catégorique. Sur ce que fut pour lui le déroulement de cette nuit du 16 au 17 juin 40, sur son état d'esprit peu avant d'entrer tout entier cette fois dans une aventure inconnue, sur ses sentiments les plus intimes à la veille d'une rupture peut-être sans lendemain, De Gaulle n'a rien livré dans ses mémoires. Il éludera le sujet quand, 3 ans plus tard à Alger, André Gide lui demandera, en présence de Gaston Palevski, à quel moment il s'était décidé dans le fond de son cœur à désobéir. Réponse laconique du général, j'ai tout de suite vu où ça m'entraînait. André Malraux sera l'un des rares à recevoir de l'homme de Colombey une confidence plus explicite. À l'écrivain qui l'interroge à ce propos au temps du RPF, De Gaulle confie soudain, en lui prenant la main, « Mais Malraux, ce fut épouvantable !» En novembre 1941, à Londres, dans un discours aux Français libres, le général évoquera, en quelques mots lourds de sens, le débat de conscience des hommes qui, comme lui, furent contraints à l'exil. Je ne commettrai pas l'indélicatesse d'insister sur ce que cela représenta. Au total de souffrance et de sacrifice, chacun de nous est à connaître dans le secret de son cœur ce qui lui en a coûté. Peu désireux d'épiloguer sur une décision qui allait de soi, d'une certaine manière, ne pouvant surprendre que ceux qui n'avaient eu connaissance ni de ses actes, ni de ses écrits, il coupait court quand on cherchait à le pousser dans ses retranchements. À l'en croire, tout avait été beaucoup plus simple qu'il n'y paraissait. J'ai eu sous les yeux la trahison, et dans le cœur, le refus dégoûté de la reconnaître victorieuse. Voilà, ensuite, page 442, dialogue pittoresque. 442. 442. Parmi les incertitudes ou les ambiguïtés que les négociations ont laissées en suspens, la plus périlleuse reste l'éventualité d'un affrontement entre Français libres et troupes de Vichy. Au lendemain de Marcel Kébir, De Gaulle a demandé au Premier ministre des garanties afin d'éviter que ces hommes n'aient pas à porter les armes contre la France. Churchill lui a donné l'assurance dans une première lettre personnelle, suivie d'une seconde, elle aussi secrète, dans laquelle il restreint les engagements
en expliquant qu'une déclaration de guerre de Vichy contre le Royaume-Uni ne constituerait pas une déclaration de guerre à la France en tant que telle. Fin de non-recevoir qui renvoie le général à la cohérence de son propre discours sur le sujet. Si Vichy n'est pas la France, comme il ne cesse de l'affirmer, comme exclure l'hypothèse d'un conflit où combattants de l'un et de l'autre bord seraient menés à s'affronter. Cette question demeurée irrésolue va très vite se révéler d'une tragique actualité. En attendant ces cruelles péripéties, les relations entre les deux hommes, apparemment stabilisées, baignent dans une euphorie de lendemain de noces. Véritable lune de miel ponctuée entre De Gaulle et Churchill, le coup de téléphone quotidien, de déjeuner pris en commun à Downing Street sur une table de bridge, de visites impromptues dans les bureaux de l'un ou de l'autre, de week-ends prolongés au Shakers, la résidence privée du Premier ministre. Ils discutent avec passion de stratégie, commentant les événements et échangent sur l'avenir dans un climat d'estime réciproque et de sympathie mutuelle qui semble les rendre désormais indissociables. L'une des satisfactions pour De Gaulle, qui s'exprime très mal en anglais et se fait en principe, un principe d'user le moins possible de cet idiome étranger, est que ces entretiens se déroulent en français. En bon francophile, Churchill se plaît, quant à lui, à parler la langue de Racine et de Chateaubriand, qu'il maîtrise à sa façon dans un baragouin assez pittoresque et toujours inventif, mais parfois difficile à interpréter. Jamais leur relation ne connaîtra de période plus idyllique qu'au cours de ce premier été. Churchill met tout en œuvre pour assurer la promotion de l'heureux élu. Il fait son éloge et celui de ses héroïques compagnons à la Chambre des communes. Il déclenche en sa faveur une campagne de relations publiques intensive, confiée au publiciste Richmond Temple, au risque de heurter la pudeur de l'intéressé, pourtant toute relative en matière de communication. Le général refuse d'abord d'être lancé comme une savonnette, avant de s'y résoudre en maugréant. Il se résigne à recevoir une équipe de reporters dépêchés dans la Kent pour le photographier en compagnie de son épouse dans leur résidence de Pettswood. Les images du couple dans leur vie quotidienne, l'air de s'être prêté à cet exercice malgré eux. Charles en uniforme et d'une raideur un peu farouche, Yvain dans son rôle de femme d'intérieur figée de timidité dans sa petite robe à pois seront reproduites à profusion dans les magazines londoniens. De Gaulle n'est plus un inconnu dans la capitale britannique, où les passants s'arrêtent pour le saluer et lui manifester leur soutien. Mais la population reste plus familière à sa voix que de son visage, à tel point qu'une rumeur finit par mettre en doute l'existence même de ce général français au patronyme trop prédestiné pour ne pas être une invention des services de propagande britanniques. Par souci de lui donner corps, une brochure spéciale lui est même consacrée. Voilà, un autre monde, page 444. L'Angleterre vit depuis lors suspendue la menace d'une attaque allemande imminente. Là d'en appeler à la raison et au bon sens de la Grande-Bretagne, qui n'a pas donné suite à ses espoirs d'une paix blanche, Hitler a fini par renoncer à toute tentative de rapprochement. Le 1er août, après un mois d'hésitation, il a ordonné à Göring d'engager la grande bataille aérienne. C'est toute une nation stoïque et résolue qui se prépare désormais à affronter le pire. Témoin de sa ténacité et de son courage, Charles de Gaulle mesure la grandeur de tout un peuple dans cette épreuve. Rien, souligne le général, ne laissait à désirer du point de vue de l'ardeur et de la discipline. La tension qui pèse sur le pays devient d'heure en heure si oppressante que beaucoup, observe-t-il, on arrive à s'impatienter, pressés comme leur Premier ministre, d'en découdre avec cet ennemi qui se fait attendre. Lors d'un séjour au Shakers, De Gaulle est saisi par la fébrilité de son hôte. Il se voit encore tendre la main vers le ciel en disant « Ils ne viendront donc pas ». Le général s'étonne de cette hâte à voir ses villes écrasées.
Comprenez, lui explique Churchill, que le bombardement d'Oxford, de Coventry, de Canterbury provoquera aux États-Unis une telle vague de protestations qu'ils entreront en guerre. Le général lui fait remarquer que la détresse de la France n'a pas suffi pour que l'Amérique s'engage dans le conflit. Churchill balaie de l'argument. C'est parce que la France s'effondrait. Tôt ou tard, les Américains viendront, mais à la condition que nous ne fléchissions pas. Mais méditant sur le destin brisé de l'Occident, les deux hommes aboutissent à la conclusion banale mais définitive que, si dissemblable soit leur propre pays, l'Amérique est un autre monde. Churchill et De Gaulle se rejoignent facilement sur ce constat, mais sans lui accorder la même signification. Perdu perçu par l'un comme un allié héréditaire, par l'autre comme un allié de circonstances tout distingue par avance leur vision de cet autre monde et de la relation à entretenir avec lui. Conviction chez le premier d'une nécessaire proximité, sentiment chez le second d'une distance à préserver. Le général s'est référé à son appel du 18 juin, à l'immense industrie des États-Unis, atout indispensable pour la France, qu'elle pourrait utiliser sans limite. Mais si ce soutien lui paraît aller de soi, fruit d'une conviction d'intérêt plus que d'une solidarité immédiate, il n'implique ni soumission ni alignement vis-à-vis de la toute-puissance américaine. Alors, page 473, Montoire. 73, 73. De Gaulle est à Brazzaville, promu capitale de son empire, quand tombe le 24 octobre 40 la nouvelle de l'entrevue de Montoire. Au général Franco, rencontré la veille à Hendaye, Hitler a expliqué que le gouvernement français se partageait en deux camps, celui des fascistes, regroupés autour de Pétain et de Laval, prêts à une attente avec l'Allemagne, et celui des partisans du double jeu avec la Grande-Bretagne. C'est le premier clan qui l'emporte le lendemain en gare de Montoire dans le wagon blindé du Führer, où rapportera avec Pierre Laval, le dictateur s'est adressé au maréchal avec la déférence d'un fils envers un vieillard. Le principe d'une collaboration entre les deux pays est acté. Ses modalités restent à définir au fur et à mesure des événements. Vichy avait déjà révélé sa tendance profonde aux promulgations de sa propre initiative le 3 octobre, la loi sur le statut des Juifs, la politique officielle de l'État français est désormais établie et connue de tous. Pour De Gaulle, cette poignée de main échangée publiquement n'est jamais que la confirmation du processus d'avilissement et de trahison inhérent à l'armistice. En ce moment même, déclare-t-il dans une allocution radiodiffusée depuis Brazzaville, les malheureux ou les misérables qui prétendent à Vichy constituer le gouvernement français sont engagés de force avec l'ennemi dans l'infâme négociation. C'est que la servitude n'enfante qu'une plus grande servitude. Quand on s'y est jeté, il faut aller jusqu'au bout. Conscient du respect et de l'immense popularité dont le général jouit dans le pays, De Gaulle achève ici de briser un tabou et s'en prenant sans le nommer au présumé protecteur de la nation. Ces mots pour fustiger l'armistice déshonorant de juin étaient déjà implacables. Ah, pour obtenir et accepter un pareil acte d'asservissement, on n'avait pas besoin de vous, monsieur le maréchal, on n'avait pas besoin du vainqueur de Verdun. N'importe qui aurait suffi. Au lendemain de Montoire, il dénonce l'entente criminelle scellée avec le régime nazi en des termes encore plus durs. Preuve est déjà qu'il n'y a plus rien à attendre de Pétain et des siens, condamnés pour survivre à multiplier sans fin les concessions à l'occupant. Ce message s'adresse aussi bien à ceux Français de métropole ou des colonies, encore enclins à s'illusionner sur la véritable nature du régime, qu'à ceux, dirigeants anglais et américains, toujours en proie à la tentation de pactiser avec lui. Alors, page 520,
conflit franco-britannique. Page 520. 520. Le 16 juillet, passons outre au conseil de René Cassin, pour qui rendre public légitime protestation serait faire le jeu du gouvernement de Vichy et rendre plus compliquée la solution des difficultés qui doivent être surmontées. De Gaulle condamne sans ménagement la convention de Saint-Jean d'Acre et s'est enveloppé de glace, selon sa formule, qu'il s'apprête à retrouver le 21 au Caire en présence de Catroux et de l'Arminat, le représentant de Wolstenholme-sur-Schild, Oliver Lyttelton. L'homme passe pour bienveillant envers la France libre. Mais De Gaulle, on est arrivé à ne plus voir dans les multiples nuances de la diplomatie londonienne qu'un jeu réglé à Londres pour des instances bien assurées, menées sur place par des équipes dépourvues de scrupules, mais non de moyens acceptés par le Foreign Office, qui en soupirait parfois, mais ne les désavouait jamais, soutenu par le Premier ministre, dont les promesses ambiguës et les émotions calculées donnent le change sur les intentions. Jeu dont la seule finalité serait d'instaurer partout en Orient le leadership britannique. Donc le torchon brûle entre De Gaulle et les Britanniques. Il se refuse à considérer que Londres a été en réalité très mal informé, comme le lui indique Cassin, des négociations menées par son représentant en Caire. Il n'en a cure, résolu désormais à ne plus distinguer entre les différentes autorités britanniques. Ce 21 juillet, Oliver Lyttelton voit fondre sur lui, raconte-t-il, un homme blanc de passion contenue, qui, à peine a-t-il été salué, se lance dans une violente philippique contre l'Angleterre. De Gaulle lui signifie son opposition catégorique à toute mainmise britannique sur Damas et Beyrouth, dont la France avait mandat. Lyttelton, s'étonnant de sa méfiance et rappelant les droits supérieurs du commandant britannique militaire, la riposte fut brutale. Je n'ai jamais entendu que cette attribution s'étendue à la souveraineté et à la politique, à l'administration, dans les territoires dont la France a la charge. Quand nous débarquerons un jour sur le sol français, proprement dit, invoquerez-vous le droit du commandement pour prétendre de gouverner la France, incluant de ratifier la Convention. De Gaulle indique sur le même mode à son interlocuteur qu'à dater du 24 juillet, les forces françaises libres retrouveront leur autonomie. Il informe qu'il vient de prescrire au général Catroux d'exercer son autorité sur toute l'étendue du territoire de Syrie et du Liban, quelque position qu'il puisse donner de ce que ce soit, plutôt que de renoncer à ses droits à la France. La France, il parle en son nom plus librement que jamais, préférerait suspendre son engagement à l'égard de l'Angleterre. De Gaulle se retire sur cet ultimatum, non sans remarquer l'émotion et l'inquiétude de son hôte. Lui-même se dira en repartant assez remué, tel un grand acteur du répertoire à l'issue d'une représentation quelque peu éprouvante. Voilà. Donc, tout n'a pas été très simple entre De Gaulle et les Britanniques. Alors, page 522, Catroux. Protestant contre la nomination du général Le Gentilhomme à la tête des troupes destinées au combat en Abyssinie, dont il semble ne pas avoir été prévenu, Catroux a menacé d'en tirer les conséquences. Réplique de Gaulle. Je refuse naturellement votre démission. Il n'y a pas de démission qu'acceptable en temps de guerre. Si donc vous persistiez à retirer vos services à la France libre, ce serait un abandon. Personne ne méconnaît l'importance du concours de votre personnalité au service de notre cause, qui est non pas la mienne, mais celle de la patrie. Mais vous me permettrez, à moi qui suis, vous le savez, votre ami ardent et sincère, de vous dire que votre grandeur consiste précisément à porter ce concours sans condition ni susceptibilité. J'entends votre réponse avec confiance. On est loin ici de la sèche mise au pas infligée naguère à Muselier. On
traite là de seigneur à seigneur, mais à fleuret à peine moucheté. Voilà, la fidélité va subsister, de Catroux, qui sera même grand commandeur de la Légion d'honneur jusqu'à l'arrivée de Mitterrand. Donc on ne peut pas dire qu'il est démissionné. Alors, page 560, l'URSS. 560. Donc c'est une description de tout ce dur combat de Gaulle contre Vichy et parfois contre les Britanniques, et vous verrez encore beaucoup plus malgré Roosevelt et les Américains. Alors, donc, il s'est laissé surprendre, comme tout le monde ou presque, par la rapidité avec laquelle Hitler a mis à exécution le plan Barbarossa, échafaudé dans les plus grands secrets pour être lancé à l'improviste le 22 juin 1941. Alors, persuadé que le sort de la guerre se jouerait plus au sud entre l'Afrique équatoriale et la Méditerranée, le chef des Français libres vient de concentrer ses efforts sur la conquête de Damas, tout à la rage de se démêler avec son allié britannique, quand surgit à l'est de l'Europe l'événement qui va bouleverser d'un coup toutes les données du conflit. Sa réaction est d'autant plus immédiate qu'il s'est secrètement préparé à une telle issue, fut-elle plus précoce qu'il ne l'avait envisagée. Dès la fin du mois de novembre 1940, il a chargé l'un de ses hommes de confiance, Gaston Palevski, de prendre contact avec l'ambassadeur de Russie à Londres, Ivan Maïski. Assuré qu'il était, raconte son émissaire, de voir l'URSS par la nature des choses en opposition contre l'Allemagne. Perspective encore lointaine et même improbable à cette date dans la mesure où la seule France reconnue officiellement par Staline est celle de Vichy. De Gaulle n'existe pas encore pour le maître du Kremlin, tandis que le général reste attaché, par-delà ce tsar déguisé en communiste, aux liens séculaires qui unissent leurs deux pays. Sitôt informé du déclenchement de l'offensive allemande, le général, qui se moque pas mal selon son entourage de Staline ou de communisme, pour s'en tenir à l'image d'une Russie fidèle à son âme et à son histoire, s'est empressé de manifester depuis Jérusalem sa solidarité envers cet allié héréditaire. Le 24 juin, au surlendemain de l'attaque, il télégraphie à Cassin pour lui donner ses premières directives. Premièrement, nous devons prendre une attitude déterminée, sans accepter de discuter actuellement les vices et même les crimes du régime soviétique. Nous devons proclamer comme M. Churchill que nous sommes très franchement avec les Russes puisqu'ils combattent les Allemands. Ce ne sont pas les Russes qui écrasent la France, occupent Paris, Reims, Bordeaux, Strasbourg, pillent et démoralisent notre pays, utilisent Vichy pour faire combattre en Russie des Français contre les Français. Je vous prie de donner immédiatement ce ton à notre propagande. Deuxièmement, faites vous-même auprès de M. Maïski une démarche discrète mais nette lui exprimant en mon nom que le peuple français est avec les Russes contre l'Allemagne et que nous souhaitons en conséquence organiser avec Moscou des relations militaires. Mettez le Foreign Office au courant. 4 jours plus tard, René Cassin lui rend compte de l'entrevue que Maurice Dejean et lui ont eu avec l'ambassadeur d'URSS, lequel les a reçus avec beaucoup d'amabilité, sensible à un geste dont il informera Moscou. Avant de leur préciser que son gouvernement étant encore représenté à Vichy, leur conversation ne pourrait avoir qu'un caractère privé, mais sans conclure la possibilité d'une évolution de la position officielle. Il faut attendre 6 semaines plus tard la rupture par le maréchal Pétain sous la pression de l'occupant des relations diplomatiques avec Moscou pour faciliter le rapprochement espéré. Alors, page 598, page 566, Roosevelt. Aïe aïe aïe, Roosevelt, 566. Alors, les États-Unis apportent aux grandes affaires des sentiments élémentaires et une politique compliquée, constatera l'auteur du mémoire de guerre. Jugement dont on devrait presque inverser les termes.
S'agissant de Franklin Roosevelt, tant les sentiments du président américain à l'égard de la France libre et de son chef resteront jusqu'au bout complexes, irrationnels, et sa politique à leur endroit fondée sur un postulat simple et quasi invariable, tout plutôt que De Gaulle, un leader autoproclamé qui se prend pour Jeanne d'Arc ou Napoléon. Incompatibilité d'origine et de caractère, divergence fondamentale ou allergie épidermique, il serait difficile, à l'évidence, de trouver quelque affinité entre le puissant patricien de la côte Est issu d'une dynastie prépondérante, dont l'un des membres a déjà siégé à la Maison-Blanche, promis de naissance aux plus hautes charges, élu sénateur à 30 ans, devenu chef de l'exécutif à 50, et déjà 2 fois élu, et ce général français en rupture de banc, condamné à mort par ses pairs, qui a pris à Londres la tête d'une maigre cohorte d'irréguliers. Tout, culture, éducation, idéopolitique, vision de la guerre, éloigne et distingue ces deux hommes, dont l'un est nourri d'actions immédiates et indifférent au passé, quand l'autre est pétri de références et comme encombré d'histoire, De Gaulle. Disparité absolue qui ne sont pas sans rappeler celles ayant opposé Woodrow Wilson et Georges Clemenceau 20 ans plus tôt, avec cette différence près que Roosevelt et De Gaulle auront paru d'emblée inconciliables sans s'être trouvés jamais face à face avant le début de 1943. 3 années d'obscurantisme véhément du côté américain que ne cesseront d'alimenter en sous-main divers cercles d'influence à New York et Washington, relayés par autant de spécialistes, d'intermédiaires et de conseillers français et américains. Dont Saint John Perse, par exemple. D'une certaine manière, c'est à De Gaulle que Washington fera payer le prix de la défaite plus qu'aux gens de Vichy. Ces derniers offrent l'avantage d'incarner une nation désormais vassalisée, livrée à une tutelle des autres grandes puissances, quand le premier présente l'inconvénient de récuser cet état de servitude et de s'ériger en symbole et garant d'une souveraineté rebelle à toute force de domination étrangère, à plus forte raison celle de ses alliés. Entre un pouvoir issu de la capitulation et un mouvement né de l'insurrection, c'est au plus arrangeant des deux que le State Department accorde sa préférence en se satisfaisant d'une passivité dont il peut tirer un meilleur parti. Voilà. Alors, page 599, suite avec Vichy. 599. 599. Le 1er avril 1942, la politique de quasi-protection accordée à Vichy par Washington en est au même point. Quand le général de Gaulle, invité à prendre la parole lors du déjeuner du National Defense Public Interest Committee à l'hôtel d'Orchester, dresse le bilan des rapports existants entre la France combattante et les nations qui sont ses alliés, il commence par souligner la gravité de l'enjeu pour les démocraties parvenues au point où elles doivent regarder leurs devoirs en face et se résigner à périr. Il revient sur la victoire de M. Hitler en juin 1940 et sa stratégie diabolique pour s'assurer dans son malheureux pays le concours d'un régime favorable à ses desseins. Dissimulant derrière une façade nationale un instrument de corruption de servitude. Réussite criminelle si habilement conduite par l'honnête homme lui-même ne peut se garder devant elle d'une sorte de triste admiration, ajoute-t-il en poussant l'ironie jusqu'à imaginer qu'un autre coup de chapeau de M. Hitler puisse résoudre par le sien, lorsque les Français résolus ont su contrarier ses plans. Mais cette espèce de miracle et la France combattante, prévient De Gaulle, ne saurait s'accomplir durablement qu'à la condition d'être reconnue comme telle. Toute l'affaire repose sur ceci, que la France combattante entend marcher avec ses alliés sous la réserve formelle que ses alliés marchent avec elle. Elle fait tout ce qu'elle peut
pour aider à leur victoire, mais la condition que cette victoire soit aussi la sienne. Elle a pris, après 1500 ans, l'habitude d'être une grande puissance, et telle à ce que tous, et d'abord ses amis, veuillent bien ne pas l'oublier. Le général se livre alors, dans cet auditoire qualifié, à une mise au point destinée à être entendue au dehors, et répercutée, si possible, jusqu'à Washington. Il dénonce ici publiquement les allégations absurdes suivant lesquelles la démocratie devrait reconnaître la France dans la personne de Vichy plutôt que dans celle des chefs de la France combattante, sous le prétexte que ces derniers n'auraient pas pris assez nettement position en faveur de la liberté. Par quelle cruelle injustice, s'exclame-t-il, pourrait-on préférer des gens qui ont détruit toutes les libertés françaises et tâchent de modeler leur régime sur le fascisme ou sa caricature à de bons Français qui persistent à appliquer les lois de la République et luttent jusqu'à la mort, comprise contre l'ennemi totalitaire. Et oui, paradoxe tout de même. Alors, page 519, le bluff. 519. Tout commence le 6 juin par un message alarmiste adressé conjointement à Eboué, Leclerc, Catroux et d'Argentlieu. Le général y fait état de sa situation à Londres et des risques de voir l'Angleterre, après l'affaire de Madagascar, s'emparer dans les mêmes conditions de Dakar et de la boucle du Niger. Une telle éventualité lui imposerait, prévient-il, de rompre avec les puissances anglo-saxonnes et de cesser sous peine de forfaiture de leur apporter notre concours direct. Il demande à ses lieutenants de le faire savoir sur place aux représentants anglais ou américains. Il leur donne enfin ses consignes pour le cas où il se verrait contraint de renoncer à une association devenue inacceptable. Nous rassembler comme nous pourrions dans les territoires que nous avons libérés, tenir ces territoires, n'entretenir avec les anglo-saxons aucune relation quoi qu'il puisse nous en coûter, avertir le peuple français à l'opinion mondiale par tout moyen en notre pouvoir, notamment par radio, des raisons de notre attitude. Ce serait, je crois, le moyen suprême à tenter, le cas échéant, pour faire reculer l'impérialisme dans tous les cas. Ce serait la seule attitude convenable. Appliquant aussitôt cette consigne, ces liens s'empressent d'aviser les diplomates alliés en poste au Caire ou à Brazzaville. L'information circule jusqu'à Downing Street. Dans le même temps, De Gaulle reçoit l'ambassadeur Durs, auquel il fait part des mêmes craintes et des mêmes résolutions. Vous le voyez, je passe mon temps à me battre avec la Grande-Bretagne, qui veut que je sois un objet obéissant entre ses mains, alors que je peux voir la France indépendante en un grand pays. À la fin de l'entretien, il demande à Bogomolov, l'ambassadeur Durs, au cas où mes relations avec les Anglais se détérioreraient complètement, le gouvernement de l'Union soviétique accepterait-il de m'accueillir, moi et mes hommes? Naturellement, ajoute-t-il, ce serait une ultime démarche. Le diplomate assure qu'il soumettra la question à son gouvernement, mais De Gaulle se fait hésitant. Vous, en tant que grande puissance, vous avez le droit de la prudence, mais moi, dans une telle situation, je ne peux plus attendre. S'agit-il de convaincre Staline, une fois pour toutes, de sa volonté d'entente, ou plus vraisemblablement de faire savoir à Winston Churchill qu'il ne saurait plus être dorénavant un obligé et moins encore un otage? Plus que cette démarche souterraine, c'est la prouesse accomplie à Bir Hakeim et au même moment par la brigade Koenig face aux troupes de Rommel qui va conforter de manière quasi miraculeuse la position du chef des Français libres. Voilà pour le deuxième épisode. Hein. Donc on fera un troisième la semaine prochaine. Et puis enfin on lira des passages du roman lui-même. Je vous souhaite un bon week-end à tous et une bonne fin de semaine parce que le week-end c'est britannique, donc De Gaulle ne serait pas content. Et je vous dis à la semaine prochaine.